On s'était arrêté la dernière fois sur la notion de quantité de matière, nombre de moles et tout ça. On avait vu, je vous avais rappelé ce que c'était que la pression, je vous ai parlé un petit peu de température, je vous ai parlé un peu de volume et de masse volumique, de nombre de moles, quantité de matière. Toutes ces quantités-là, pour un gaz notamment, ne sont pas indépendantes. C'est-à-dire que quand vous avez une pression donnée et un volume donné avec un nombre de moles donné pour un gaz, ce gaz ne peut être qu'à une température donnée. Il y a une relation entre les fonctions d'état. Et ça va constituer la section suivante qui s'appelle équation d'état. Bon, je vais mettre ça au singulier, c'est la notion d'équation d'état. En général, on va en voir une qui est l'équation des gaz parfaits. Vous en verrez une autre en TD, j'en dirai un mot tout à l'heure. Donc, on va considérer un système thermodynamique décrit par les variables suivantes, la pression, la température, le volume, le nombre de moles. On s'est aperçu au fil de l'histoire, les gens qui ont étudié comment est-ce que la pression variait quand on changeait la température et tout ça, il y a plusieurs lois qui sont apparues, je vais en citer 4. Donc ce que j'écris là, ça a un intérêt plutôt historique. On résumera tout ça suivant une loi qui s'appelle la loi des gaz parfaits, que vous connaissez déjà mais qu'on rappellera. Là, je vais vous donner les intermédiaires historiques en fait, qui ont conduit à cette loi. Il y a tout d'abord la loi de Boyle-Mariotte. Est-ce que vous savez ce qu'a dit la loi de Boyle-Mariotte? Non. C'est vrai que moi je ne savais pas non plus. Elle dit que le produit PV est indépendant de P si on se place à température fixée. Donc ça c'est une loi qui a été découverte par qui? Pas mal. Boyle. Alors, en fait ils sont deux. Boyle en 1662 et Mariotte en 1676. Bon, donc ces gens-là ont fait des mesures de pression et de volume et se sont aperçus que, en gros, le volume variait de façon inversement proportionnelle à la pression. Donc P était proportionnel à 1 sur V, donc PV était indépendant de P, était constant quand on gardait la température fixée. Une remarque sur la nomenclature, sa loi de Boyle-Mariotte. C'est assez courant dans l'histoire des sciences qu'une même loi a été découverte par plusieurs personnes de façon indépendante. Donc là, c'est Boyle qui a chuté le premier. Boyle, il est anglais, donc les Anglais, ils appellent ça la loi de Boyle. Mariotte, qui est français, a découvert ça en 1676, donc les Français appellent ça la loi de Mariotte. On essaie maintenant quand même pas mal de mettre ensemble les gens qui ont découvert le même truc. Donc vous trouverez pas mal la loi de Boyle-Mariotte. Ça semble plus correct de citer les deux. Bon. Il y a d'autres lois du même type. La loi d'Avogadro-Ampère. Qui dit que le produit PV est proportionnel au nombre de moles N lorsque P et T sont fixés, parce que tout le reste est fixé. A T fixé. Donc ce produit-là, on vient de voir qu'il ne dépendait pas de la pression, c'est la loi de Boyle-Mariotte, et en plus c'est proportionnel à N. S'il y a 2 fois plus de moles dans le gaz, le produit PV, il est 2 fois plus grand. C'est sur cette loi-là que porte l'article que je vous ai mis sur le Moodle. Vous avez la loi de Gay-Lussac, ça sera la dernière, je vais juste en citer 3, un peu d'autres du même style, qui dit, alors celle-là elle est un tout petit peu plus complexe, qui dit que le volume V peut s'écrire de cette manière-là. V c'est égal à V0 fois 1 plus alpha fois T, ça c'est la température, ça c'est le volume, ça c'est une constante qui a la dimension d'un volume, je vais l'appeler volume de référence.
Et alpha, ça c'est une constante qui vaut numériquement 1 sur 273,15 degrés Celsius. C'est l'inverse d'une température, parce qu'on veut qu'en multipliant ça par une température, ça fasse quelque chose sans dimension. La température qui est ici avec le petit t, elle est en degrés Celsius. Donc voilà, alors c'est un petit peu plus compliqué comme expression que celle qui est au-dessus. Ça dit simplement que le volume ici augmente linéairement avec la température. Donc si on traçait V en fonction de T, je vais le faire ici. Quand la température ici vaut 0 degré C, on a V0. Et ça augmente linéairement avec T, c'est-à-dire que ça fait quelque chose comme ça. Voilà ce que dit la loi de Gay-Lussac. Si on représente graphiquement, ça dit vraiment ça. Le V en fonction de T est une droite qui passe ici par le point de coordonnées T égale 0 et V égale V0. Vas-y. C'est pas en Kelvin la température Non, alors on va voir tout de suite les Kelvin, comment ils interviennent là-dedans. Effectivement, le nombre qui est ici, il évoque vraiment... On va voir tout de suite. Justement, là, c'est tel que c'est là, tel qu'elle est écrite ici, c'est en Celsius. Alors justement, quand on regarde la loi qui est ici, on voit la représentation graphique qui est là, on se dit, tiens, si je vais vers des températures négatives, j'ai le droit, en Celsius, on peut aller à moins 1, moins 2, -10, on s'aperçoit que le volume ici devient nul pour une certaine valeur de la température. À quelle température est-ce que ça correspond? Effectivement, ça va être moins 273,15, on va le montrer tout de suite. Il suffit de prendre la relation qui est ici. Quand est-ce qu'on a V égale 0? V égale 0, ça implique que toute la parenthèse ici est nulle, c'est-à-dire 1 plus alpha t est égal à 0. Et ça dit que t est égal à moins 1 sur alpha, c'est-à-dire alpha valeur 1 sur 273,15, ça fait moins 273,15 degrés Celsius. Donc ce que dit la loi qui est ici, c'est que, si on utilise la loi qui est ici, on voit qu'en allant vers des températures négatives, il arrive un moment où le volume devient nul. On se doute qu'il se passe quelque chose, c'est un point qui est intéressant physiquement, ça, qu'on ne va déjà pas pouvoir aller plus loin que ça. Hein. Si on descend encore plus en température, ça donnerait des volumes négatifs, ça n'a pas de sens. Donc ça fournit déjà une origine naturelle pour les températures. On a envie, quand on voit ça, d'écrire la température sous une forme un petit peu différente. Je vais commencer déjà par écrire la première conclusion. La température T0 est égale à moins 273,15 Kelvin joue un rôle particulier. C'est celle pour laquelle le volume s'annule. Le volume de référence qui est ici, là, si on se réfère aux lois qui sont au-dessus, on peut s'apercevoir que ça va dépendre de la pression. Pour une certaine pression, vous aurez un certain volume de référence. Si on prend un gaz avec une autre pression, on va avoir ici un autre volume V0, je ne vais pas le noter, mais on pourrait le noter V0', qui augmente aussi linéairement avec la température. Et on s'aperçoit qu'encore une fois, ici, avec la loi qui est ici, on peut refaire la même démonstration. En fait, la valeur de V0 n'est pas intervenue dans la démonstration qui est au-dessus, là, et la température à laquelle le volume va devenir nul est encore donnée par moins de 73,15 Kelvin. Donc ça veut dire que pour toutes les pressions, pour tous les gaz en fait, qui suivent cette loi-là, quelle que soit la pression initiale qu'on a choisie, la température qui est ici va jouer un rôle particulier. Et en fait, on peut même aller un petit peu plus loin que ça. Si on pose grand T est égal à T plus 273,15. Donc j'introduis une nouvelle variable qui est la température ici en degrés Celsius plus 273,15. Ça veut dire que la température en Celsius c'est T moins 273,15 Celsius. Quand je remplace ça dans l'expression qui est au-dessus là, même dans celle-là, je vais remplacer la valeur de T qui est ici, là-dedans. Je le fais, je prends ces deux trucs-là en même temps. Ça vous dit que V est égal à V0 facteur de 1 plus
alpha grand T moins alpha fois 273,15. J'ai vraiment juste remplacé ça là-dedans. Et vous voyez que là-dedans, ça fait 1, puisque alpha c'est l'inverse de ça, donc ça fait moins 1 avec le 1 qui est ici. Ça se simplifie avec ça. Et il reste simplement V est égal à V0 alpha fois T. Avec ce choix ici d'origine pour les températures, on voit que le volume est proportionnel à la température. Ça, c'est ce qui définit l'échelle Kelvin. C'est précisément ça, l'échelle Kelvin. C'est la même chose que l'échelle Celsius, sauf qu'on décale l'origine d'une certaine valeur. Donc T ici est égal à petit t en Celsius moins 273,15 est appelée la température en Kelvin. On y reviendra juste après, cette notion de température en Kelvin. Ça va être défini plus précisément quand on aura introduit la notion de gaz parfait. Bon, donc quand on écrit la température dans cette échelle-là, dans l'échelle de Kelvin, le volume est proportionnel à la température. Il y a d'autres lois aussi qui nous disent comment ça évolue avec la pression et tout ça. Je vous passe un petit peu là, j'accélère un peu du point de vue historique. En fait, toutes ces lois, elles sont résumées dans une seule loi, qui est la suivante. Pour certains gaz, les variables d'état sont reliées par... C'est quoi la loi des gaz parfaits, vous en rappelez? PV égale à RT. Ah, allez-y, hein, si vous avez des questions sur ça. Ah oui, c'est le signe ici qui te... Oui, alors effectivement, ça pose toujours problème, ça. Quand on a une température qui vaut 0 degrés Celsius, si je mets 0 ici, ça fait bien une température en Kelvin qui est de moins 273. D'accord. Moi-même, je vais oublier. Ok. C'est pas plutôt le contraire, si on met 0 en Kelvin, ça fait moins 2. Oui. Oui, Non, pardon, vous avez tout à fait raison, excusez-moi. J'ai simplement mal recopié. Tu as raison d'être troublé, il faut insister, effectivement, oui. Ici, c'est un plus, hein, là. Là, c'est un plus. C'est ce que j'ai écrit ici, hein. J'ai simplement mal recopié. Vous faites attention toutes. Plus, ici. Oui, non, 0 degré Celsius fait effectivement 273 Kelvin. Faut me dire, hein, mais c'est débile ce que vous dites là. Enfin, pas trop longtemps, mais... Ok, c'est bon, vous avez tous rectifié. Donc la loi des gaz parfaits qui est ici fait intervenir une nouvelle grandeur. On connaît déjà la pression, le volume, le nombre de moles et puis T. Ça s'appelle la constante des gaz parfaits. Et ça vaut numériquement. Vous savez ça? 8,13. 31. 331. Ouais, 314, 31. L'unité. Et si, à chaque fois. Et si. Ok. Alors en SI, ça fait quoi si on veut exprimer ça avec des autres unités du système international? Pascal par mètre cube, divisé par des moles Kelvin. Alors si on a envie d'utiliser la loi qui est ici, effectivement, ça c'est des pascals, ça c'est des mètres cubes, ça c'est des moles, et ça c'est ça va être des Kelvin. On reviendra encore une fois sur le Kelvin, ça c'est des Kelvin. Alors on pourrait l'écrire comme ça. Ceci dit, le produit ici, pression fois volume, c'est une unité qu'on connaît par ailleurs. C'est une force.
Presque. C'est une Newton. Une force fois une surface. Fois une longueur. Une force fois une longueur, ouais. Une force fois une longueur, c'est quoi comme... Newton. C'est une énergie en fait. Hein. On verra, le travail d'une force, c'est la force fois le déplacement. Et le travail, ça correspond à une énergie. Ça, vous l'avez vu en méca. On y reviendra de toute façon plus tard. Donc ça, c'est la dimension d'une énergie. Hein. Donc c'est des joules. Et on exprime donc du coup R sous la forme suivante, c'est 8,314 joules, Kelvin moins 1, et mol moins 1. Alors, j'ai écrit ici pour certains gaz, effectivement, je suis allé peut-être un petit peu trop vite tout à l'heure quand je vous ai décrit les lois de Gay-Lussac et puis tout ça là. C'est des lois qu'ils ont mis en évidence sur des gaz qui étaient à des températures pas trop basses en fait. Ils ont pris des gaz qui étaient assez chauds et puis assez dilués. Si on a des concentrations, disons des masolemies qui sont trop importantes, les lois que j'ai écrites ici tout à l'heure deviennent moins correctes, et cette loi-là aussi. Donc en fait ça, il faut vraiment le voir comme certains gaz, dans certaines conditions, obéissent à cette loi-là. On la démontrera en fait, cette relation-là un petit peu plus tard. Ça se démontre quand on comprend ce que c'est que la pression au niveau microscopique. Quand vous avez une enceinte contenant un gaz, le gaz exerce une force sur les parois, c'est parce que le gaz fait des chocs sur la paroi. Les molécules sont toujours en train de taper sur la paroi, donc les pouces, c'est ça qui fait une force. Un peu comme si vous vous mettez devant une machine qui sert des balles de tennis et que vous mettez qu'un bouclier, vous avez les balles de tennis qui vous arrivent dessus, ça va tendance à vous faire reculer. Si vous êtes sur des patins à roulettes, ça commence à devenir ridicule comme situation, mais bon, vous êtes sur des patins à roulettes avec un bouclier, vous faites tirer dessus avec une machine à servir au tennis, vous allez vous mettre à reculer. Donc pour lutter contre ça, il faut exercer une force contraire. Voilà, c'est ça la pression. On peut du coup calculer la pression d'un gaz en fonction des propriétés des molécules qui sont dedans, en particulier de leur vitesse. Et on arrive comme ça, avec certaines hypothèses, à démontrer cette loi des gaz parfaits. Et on démontre cette loi-là qu'elle est valable à une condition, c'est que les molécules qui sont dans le gaz, dites-moi, vous savez quelle est la condition sur les molécules dans le gaz pour que le gaz obéisse à cette loi-là. Non, pas seulement. Le gaz peut être polyatomique. Ça, c'est pas trop un problème. C'est un gaz noble. Alors oui, c'est plus vrai avec un gaz noble. Et ça, c'est dû à une propriété des molécules dans les gaz nobles. Oui, elles interagissent très peu entre elles, effectivement. Donc ça, c'est vrai pour des molécules qui n'interagissent pas du tout entre elles. Si vous avez un gaz avec des molécules qui ne se voient pas, qui peuvent se traverser sans interagir, on peut démontrer que ça c'est vrai. Donc cette loi-là, elle est d'autant plus vraie, elle serait exactement vraie pour un gaz dont les molécules n'interagissent pas entre elles. Pour dire les choses de manière un tout petit peu plus précise et technique, quand vous avez des molécules, leur énergie, elle a deux contributions. Vous avez une énergie cinétique, elle est en train de bouger, elle a une énergie cinétique, et elle peut aussi avoir une énergie potentielle d'interaction avec ses voisines. Et quand on dit que les molécules n'interagissent pas entre elles, c'est quand leur énergie potentielle est très petite devant leur énergie cinétique. Ça veut simplement dire ça. Si les molécules n'interagissent pas, leur énergie potentielle peut être complètement négligée, elle est nulle d'ailleurs. Donc quand on est dans cette situation-là, où pour les molécules, l'énergie potentielle est très petite devant l'énergie cinétique, on peut considérer que les molécules n'interagissent pas entre elles, et du coup la loi qui est ici est vraie. Et en fait, on peut montrer que, ça on le verra encore une fois un peu plus tard, que ça c'est d'autant plus vrai que la température est élevée, et qu'il y a peu de molécules. Donc que c'est peu dense. Si vous avez un gaz avec plein de molécules, elles vont être toutes serrées, les molécules, elles vont du coup pas mal interagir. S'il y a peu de molécules, elles se rencontrent quasiment jamais, et effectivement, tout se passe comme si elles étaient libres. Donc voilà. Donc ça, c'est quand même une situation idéalisée. En général, un gaz qu'on dit réel, par exemple de l'air dans cette pièce, n'obéit pas exactement à cette loi-là. Il y obéit à peu près. Si on fait des mesures dans cette pièce-là, on trouverait que ça, c'est correct. Ça donne une erreur, disons, de l'ordre du %, quelque chose comme ça. Donc ça peut être négligeable ou pas, ça dépend de ce qu'on veut faire. Si vous voulez
des mesures qui sont extrêmement précises, et bien utiliser ça, ça ne rendra pas compte de vos mesures. Si 1%, vous pouvez vivre avec une erreur d'1%, et bien vous pouvez utiliser la loi des gaz parfaits. Donc ça, c'est un certain domaine de validité. Et si on veut utiliser la loi des gaz parfaits, il faut s'assurer qu'on est bien dans le domaine de validité de la situation expérimentale qu'on considère. Dans ce cours, on va beaucoup s'appuyer sur cette loi. Il y a quand même beaucoup de choses à dire à partir de ça. Vous allez voir dans le premier TD, qui va vous prendre 2 séances, donc probablement dans la deuxième séance, vous allez voir une autre équation d'état qui est un peu plus compliquée, qui prend en compte certaines des interactions entre les molécules. Ça sera l'équation d'état de Van der Waals. Ça vous dit quelque chose, ça? Le nom dit quelque chose? Bon, bah, vous verrez ça en télé. Non. Alors ça, il y a aussi des équations de Van der Waals. Oh, oui, il y a pas mal de choses avec des noms différents. L'équation d'état de Van der Waals, c'est ça avec quelques termes en plus. Je vais même pas en dire de mots là, ça va m'emmener trop loin pour ce que je vais faire ici. Bon, on va appliquer ça, tiens. Juste pour que vous la manipuliez un peu, on va faire une première application bête. Vous allez faire un truc bête, c'est vous qui faites. Vous allez calculer à partir de l'équation des gaz parfaits ici le nombre de molécules qu'il y a dans 1 mm3 d'air. En considérant que l'air est un gaz parfait. Si vous avez besoin de données numériques, vous me les demandez. Vous trouvez tout seul. Là, dans cette pièce, ça vaut combien la température? 15. Ok. Bon, en gros, si on prenait 20 degrés Celsius, 20 Kelvin, on est assez proche de ça. 20 degrés Celsius, ça ferait 293 Kelvin. Prenez 300 si vous voulez un nombre rond. Prenez 293. La pression, elle vaut combien dans la pièce? Une atmosphère, en gros 10 puissance 5 Pascal. Prenez 1,013 si vous voulez. Ça ne va pas changer grand-chose. Vous êtes tous d'accord? T'as dit 10 moins 8? Là, on a 27 de voilà. Donc ça correspond. Vous trouvez tout ça? J'ai la flemme de le faire, mais je peux. Ah non, je peux pas machine. Non, c'est bon, je te fais confiance. Tu trouves ça aussi? Si, ça marche. Divisé par P. Ah, pendant que vous réfléchissez là, parenthèse sur les contrôles continus, parce que ça va concerner ça aussi, donc autant que je vous le dise, les applications numériques, c'est des points faciles. Hein. Il y a toujours des points pour les applications numériques. Des fois, une application numérique, c'est 2 points, ça peut arriver. Hein. Donc ne zappez pas en vous disant, c'est chiant les calculs. Hein. Enfin, c'est 2 points faciles, hein. 1 point ou 2. La formule de départ, pour appliquer. Oui, non, mais je dis ça parce que, par exemple, dans le 301, là, vraiment, il y avait une application numérique, une formule qui était donnée et qui n'ont pas fait. Vous pouvez penser au cube, aux parenthèses. Oui, il fallait penser à mettre des parenthèses. C'était chaud de pas faire de Ok. Il y a quelqu'un d'autre qui trouve ça, juste pour qu'on soit sûr que c'est bon? 2,5 au lieu de 2,4. Vous n'avez pas pris tout à fait la même température, pardon. C'est quoi la puissance? La puissance 16. À 16, moi j'ai 19. Tu as bien mis millimètre cube, c'est 10 moins 9. Ok, bah c'est Okay. C'est ça? Très bien. Bon. Après l'application bête, le jeu d'intelligence.
Là, quand on vous dit ça, on vous dit la pression, le volume obéissent à cette loi-là, vous pouvez vous dire, mais la nature m'embête, après tout, je vais être plus fort que la nature. La pression, c'est un truc qu'on peut très bien agir dessus avec des pistons, je sais imposer une pression dans un dispositif. Le volume, c'est facile à imposer aussi. La température, il suffit de mettre ça dans un bain thermique à la bonne température, le nombre de moles, je maîtrise. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas finalement choisir nous-mêmes, indépendamment de la pression, le volume, le nombre de moles et la température? Imaginez par exemple que ce millimètre cube là d'air, donc ce nombre-là de molécules qui occupe un millimètre cube, je voudrais le mettre, donc je rembobine. À pression ordinaire, à température ordinaire, ce nombre de molécules-là occupe 1 millimètre cube. C'est ce qu'on vient de calculer. D'accord ? Essayez d'imaginer un dispositif qui mette ce même nombre de molécules à la même température, au même volume, mais avec une pression qui soit plus grande. Comment est-ce que vous pourriez imaginer de faire ça en pratique? Si on ne pas le volume, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que la pression, il faut bien appuyer sur les molécules pour en faire changer la pression. Sinon, il n'y en a pas plus qui vont heurter les parois du... Oui, d'accord. Donc effectivement, c'est ça le truc. Si vous voulez modifier la pression, en pratique, comment est-ce que vous allez faire? Vous allez devoir appuyer avec un piston. Donc le volume va changer. Si vous voulez changer le volume, nécessairement, inversement, si vous appuyez sur le truc pour changer le volume, ça veut dire que vous allez appuyer, donc vous allez exercer une pression dessus. En fait, les deux quantités qui sont ici ne sont pas indépendantes, même expérimentalement. Hein. Quand on veut contrôler l'une, en fait, on joue sur l'autre, en général. Hein. Donc la loi qui est ici, donc, vous pouvez essayer d'être aussi malin que vous voulez, hein, si ça vous convient pas ce qu'on vient de dire, vous pouvez essayer d'imaginer des trucs plus malins qui vont changer par exemple la pression sans changer le volume. On pourrait se dire, ah bah tiens, si par exemple, moi j'ai une super idée, j'ai le millimètre cube qui est ici, les molécules pour faire varier la loi qui est ici, je vais par exemple changer le nombre de moles. Par exemple, je vais faire une réaction chimique qui va faire que les molécules d'air, elles se mettent, je sais pas moi, elles se combinent avec un autre truc, ou elles viennent se mettre sur les parois. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? Si N change, effectivement, le nombre de chocs sur les parois va changer aussi, et la pression ici va changer d'un coup. Il y aura moins de molécules dans le récipient, donc il y aura moins de chocs sur les parois. Donc, voilà. Donc essayez autant que vous voulez, vous ne pourrez pas dépasser cette loi. Est-ce que les molécules, du coup, si on réduit le volume, on augmente la pression? Oui. Et du coup, ça agit aussi donc, du coup, sur les molécules qui vont plus s'agiter ou quoi que ce soit? Oui, effectivement. Et Oui, donc, oui. et du coup, si elles s'agitent encore en plus, ça va changer aussi la température. Parce qu'il va y avoir plus de choc. Alors, ça dépend comment on appuie. Quand on dit on appuie sur un piston pour comprimer le gaz, il y a plein de manières de faire ça. On peut faire ça à température constante, si on met ça dans un thermostat. Dans ce cas, on n'augmente pas l'agitation des molécules, mais ce qu'on augmente, par contre, c'est le nombre de chocs par unité de temps. Parce qu'il y a plus de molécules, elles sont plus serrées, en fait. Donc, elles ont la même vitesse, mais elles tapent plus souvent sur la paroi. On peut aussi chauffer de manière adiabatique. Donc dans ce cas, ça veut dire qu'on n'échange pas de chaleur avec l'extérieur. On viendra sur cette notion d'adiabaticité. Et dans ce cas, là, quand on comprime, effectivement, la température peut augmenter et la densité augmente moins, mais la température augmente si bien que l'agitation thermique augmente et ça tape avec une force plus grande sur les parois. En fait, il y a plusieurs manières. Hein. Comprimer, si on dit simplement je comprime le gaz, il faut aussi dire ce qu'on fait avec la température, si on la laisse constante ou pas. Ça, on y reviendra aussi vraiment longuement dans la suite. Alors ça c'est la loi des gaz parfaits pour un gaz. Je veux dire un mot sur la notion de mélange de gaz parfait. C'est quelque chose que vous verrez en TD, qui aura son importance aussi plus tard. 8. Mélange de gaz parfait. Donc un gaz peut être fait de plusieurs molécules différentes. Considérons un gaz constitué
espèces moléculaires différentes. On va noter NI, le nombre de moles de l'espèce I. On appelle fraction molaire le pourcentage, en fait, le pourcentage en nombre de moles de l'espèce I parmi tout le reste. On note souvent XI et c'est défini comme NI sur N tot, où N tot c'est le nombre total de moles. C'est la somme des NI. Ça, c'est juste une définition. Hein. Du coup, c'est le pourcentage en nombre de moles de particules de l'espèce I. Par exemple, dans l'air, on a le X, la fraction molaire d'azote, qui vaut combien, vous savez? Plus 0,8. Quasiment, ouais. Donc 78%. Et ça vaut 21%. Et une notion un peu plus subtile, la notion de pression partielle. Ce qu'on appelle pression partielle. PI, c'est égal à XI fois la pression totale. Donc c'est-à-dire on prend le pourcentage de la fraction molaire de l'espèce I et on prend le pourcentage correspondant de la pression totale. Donc dans l'air à pression ambiante, quelle serait la pression partielle de l'azote par exemple? 0,78 fois 10 fois. Voilà, donc 0,78 fois 10 puissance 5, c'est-à-dire comme ça. La pression partielle de N2 est égale à 0,78 fois 10 puissance 5 pascal. C'est tout bête. Hein. Alors, dans certains gaz, on est dans des situations où les espèces n'interagissent pas entre elles. C'est-à-dire où vous avez les molécules d'azote dans l'air qui vivent leur vie, celles d'oxygène qui vivent leur vie, et ces molécules n'interagissent pas entre elles. Quand c'est le cas, on dit que le gaz forme un mélange idéal. Les molécules n'interagissent pas entre elles. Oui. Quand on a un mélange de gaz parfait, on n'a pas forcément un mélange idéal. Non, on n'a pas forcément un mélange idéal. Donc, on peut avoir un mélange de gaz parfait, c'est-à-dire que les molécules d'un même type n'interagissent pas entre elles, mais on pourrait imaginer qu'elles interagissent les unes avec les autres. Donc ça, c'est plus fort, mélange idéal, que le gaz parfait. C'est une bonne remarque. Pour un gaz idéal, on a une propriété remarquable qui s'appelle la loi de Dalton. Allez-y, faites des blagues avec Dalton. Joe, Il n'y a pas une reine dans ce cours. Donc la loi de Dalton est dit que dans un mélange idéal, je vais la reformuler exactement comme je l'ai mis dans les notes. La pression partielle d'un constituant est égale à la pression qu'aurait ce constituant s'il occupait seul tout le volume. Je vais faire un petit dessin qui résume ça. Oui, oui, ça paraît logique. Ali, tu peux dire pourquoi ça paraît logique? Il n'y a pas d'interaction, du coup, c'est comme s'il est tout seul. Exactement, c'est pas plus compliqué que ça. Si on a des molécules différentes, donc je vais faire un mélange ici idéal
de molécules que j'apportais par des couleurs différentes. En ce qui concerne les molécules bleues, si elles interagissent absolument pas avec les molécules de l'autre couleur, ça veut dire qu'en ce qui les concerne, les molécules de l'autre couleur n'existent pas, elles n'interagissent pas avec, donc pour elles, tout se passe comme si elles n'étaient pas là. Donc je vais le faire en direct. Pour les molécules bleues, c'est la même situation que ça. Exactement. D'accord ? La pression qui est ici est donnée par... Donc ça c'est... La pression, disons, que ressentent les molécules bleues, du coup, c'est effectivement la pression de ces molécules bleues-là quand on a fait abstraction de toutes les autres. Donc, si vous occupez seul le volume qui est ici. Et c'est ça, du coup, qu'on appelle la pression partielle. Donc, dans la pression totale, vous avez un certain pourcentage de la pression qui est exercée par les molécules bleues, un autre pourcentage qui est exercé par les autres molécules, et quand on fait la somme de tout ça, ça donne la pression totale. Ça se retranscrit aussi au niveau de l'interprétation de la pression comme des chocs. Là. Si vous avez un choc sur la paroi ici, la force exercée par les molécules qui viennent taper sur la paroi, il y en a un certain pourcentage qui est dû au choc des molécules bleues et puis un certain pourcentage qui est dû aux autres molécules. C'est exactement c'est la même chose. Bon. Alors, on va maintenant passer à la première application de la loi des gaz parfaits. La loi des gaz parfaits va permettre de définir de façon beaucoup plus satisfaisante la notion de température que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Vous êtes tous prêts ? Ça s'appelle 9 températures, version 1.0. On a fait la version bêta la dernière fois. Là, on a la première version débuggée. La loi des gaz parfaits, telle qu'on l'a écrite, a une propriété vraiment remarquable, c'est qu'elle ne dépend pas du tout de la nature du gaz. Ça dépend de la pression, du volume, du nombre de moles. Mais si vous avez un certain nombre de moles d'oxygène ou d'hydrogène ou d'azote ou de n'importe quoi dans un certain volume et une certaine pression, ça va obéir à l'équation qui est ici. Donc c'est indépendant du gaz. Ça c'est un peu, c'est vraiment fort comme propriété. Hein. On a ici une loi qui est valable pour tous les gaz parfaits, indépendamment de leur composition. Du coup, ça on peut l'utiliser pour améliorer la notion de température qu'on a introduite un peu plus tôt dans le cours. Si vous vous rappelez, quand je vous ai défini la température la dernière fois, je vous ai quand même pas mal arnaqué, hein, parce que j'ai rien défini du tout. Ce que je vous ai dit la dernière fois, c'est la température, c'est un truc qu'on mesure avec la dilatation d'un corps. Ça, c'est pas une définition, c'est comment est-ce qu'on la mesure, mais ça ne dit pas ce que c'est, d'accord ? Et il y a vraiment un gros défaut à la notion de température telle que je l'ai introduite avant, c'est la suivante. Je vous ai dit, la température, on peut la mesurer avec un corps comme ça, qui contient par exemple du mercure, puis on regarde sa dilatation, on dit que ce point-là, ça correspond le 0 ici, c'est pour la solidification de l'eau, le point 100 ici, c'est pour la vaporisation de l'eau, et puis entre les deux, on gradue. Quelqu'un qui veut faire un autre thermomètre, qui n'a pas envie d'utiliser le mercure, il va prendre de l'alcool par exemple. Alors évidemment, les graduations ne vont pas être situées au même endroit, le 0 va être là, le 100 va être ailleurs, il n'y a pas de raison que ça se dilate autant. Donc quand on met ces deux thermomètres-là dans un mélange d'eau et de glace, par exemple à 0 degré, les deux indications vont être au 0, c'est comme ça qu'on définit 0. Si on met ça dans l'eau bouillante, paf, ça va être à 100 tous les deux. Mais entre les deux, je divise ça en une centaine, en 100 degrés, je divise ça en 100 degrés. Il n'y a absolument aucune raison physique, aucune, pour que entre les deux, la graduation qui est ici corresponde à la graduation qui est là. L'alcool n'a pas de raison de se dilater de la même façon que le mercure. Donc quand lui va être à mi-course,
par exemple à 50, ce qu'on va appeler 50 degrés avec ce thermomètre-là, ça ne sera pas nécessairement à mi-course aussi, ce sera peut-être un peu en dessous si ça se dilate moins, ou un peu au-dessus si ça se dilate plus. Donc là, il y a quand même un gros problème avec, du coup, la définition de la température. Deux instruments qui ne donnent pas la même mesure, c'est un peu embêtant. Si on a mis course à gauche entre 0 et 100, ça sera... C'est pas proportionnel justement dans la dilatation des corps, c'est quelque chose qui est vraiment complexe, et sur une gamme de température aussi grande que 100 degrés, certains corps se dilatent un peu plus ici, puis un peu moins quand ils sont chauds, d'autres c'est le contraire. Ben, ça ne sert à rien, ce qui est bizarre c'est de graduer ça de façon linéaire, effectivement, tout à fait. On utilise toujours le mercure aujourd'hui pour savoir la température. Alors, vous n'avez probablement pas de thermomètres qui vont de 0 à 100 degrés qui utilisent le mercure. Si vous en avez, et que c'est gradué de façon linéaire, ça ne vous donne pas exactement la température telle qu'on l'a définie aujourd'hui. Non. Je vais revenir à ce que c'est que la définition. L'écart, il n'est pas énorme non plus, hein, mais c'est une question de principe ici. Hein. Si vous avez un écart même d'un demi-degré, quand vous êtes à mi-course ici, un demi-degré, ça peut être important, selon les applications qu'on veut faire. Voilà. Donc du coup, on s'appuie sur la définition des gaz parfaits pour définir la température de façon précise, de la façon suivante. On dit, imaginons que j'ai un corps ici à une certaine température que je voudrais définir. Ce qu'on fait, c'est qu'on met là-dedans une enceinte qui contient du gaz parfait. On attend que les deux soient à l'équilibre thermodynamique, donc ils vont avoir la même température à ce moment-là. Et on mesure ici la température du gaz parfait par la loi des gaz parfaits, c'est-à-dire qu'on écrit que T est égal à PV sur NR. Ici, il n'y a absolument aucune ambiguïté sur ça, parce qu'une pression, c'est quelque chose qu'on a vraiment une définition propre de la pression, on sait bien mesurer une pression. Un volume, c'est pareil. Le nombre de moles, c'est pareil. Et puis R, c'est une constante. Donc pour un gaz parfait, la notion de température, elle est non ambiguë, elle est donnée par ça. Du coup, on dit que la température du corps qui est ici, c'est celle-là. Normal, ils sont à l'équilibre thermodynamique, donc ils ont la même température. Donc on définit la température d'un corps comme la température du gaz parfait avec lequel il est en équilibre. Je l'écris. Avec lequel il est en équilibre thermodynamique. Vous croyez qu'on fait comme ça en pratique? Vous croyez vraiment qu'on a un gaz parfait et qu'on le met comme ça dans un corps Vous avez déjà vu ça? Bah, pourtant oui. Ça s'appelle un thermomètre à gaz parfait et c'est la manière de définir officiellement la température. Donc là, ici, je ne suis pas sûr que j'ai été très clair sur la nuance entre ça et ça. Si vous n'avez pas parlé avant de température avec les thermomètres là, vous voyez qu'on a ici une manière de mesurer la température qui ne dépend pas des caractéristiques d'un instrument spécial. On utilise un gaz parfait, mais tous les gaz parfaits se dilatent de la même façon, tous. La relation entre pression, volume et température d'un gaz parfait ne dépend pas du gaz parfait utilisé. Donc si quelqu'un construit un thermomètre à gaz parfait en utilisant de l'hydrogène et un autre prend de l'azote, ils vont tenir la même température. D'accord ? On peut ensuite se servir de cette définition-là pour calibrer ces instruments-là, hein, pour faire des graduations ici qui ne soient pas linéaires, mais qui suivent vraiment la température. Vas-y. Comment on a réussi à définir quel gaz était parfait ou non? Alors ça, effectivement, c'est une bonne question, c'est une question expérimentale. Donc on sait... on arrive à mesurer facilement la pression et le volume d'un gaz, et on s'aperçoit quand on est dans les situations où les interactions entre les molécules sont de plus en plus négligeables, donc quand le gaz est de plus en plus dilué et de plus en plus chaud, on s'aperçoit qu'en utilisant ces thermomètres-là, la relation qui est ici devient de plus en plus vraie. Au début, ça se mord un petit peu la queue, hein, mais c'est comme partout en science, quand les notions ne sont pas très bien définies. Au début, on définit la température comme ça,
on s'aperçoit que tiens, cette température elle a une propriété qui est quand même assez proche de celle-là. Du coup, c'est ça qu'on prend comme quelque chose de fondamental, et ça nous dit maintenant ça quelque chose en retour sur la manière dont les corps se dilatent en fonction de la température. Ça donne une définition de la température, et à partir de ça, on peut savoir comment les corps se dilatent en fonction de la température. C'est comme ça qu'on fait les choses aujourd'hui. Une fois qu'on a cette notion de température-là, on peut aussi définir précisément le Kelvin. Je vais l'écrire en dessous. Ce qu'on appelle le Kelvin. C'est défini comme 1 sur 273 est la fraction 1 sur 273,16 de la température thermodynamique. Je ne vais pas encore prononcer ce mot, la température thermodynamique. Du point triple de l'eau. Alors, ce qu'on appelle température thermodynamique, c'est celle-là, c'est celle qui est définie proprement. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de définir le Kelvin? Là, je vous dis que la température était définie comme ça. Là-dedans, il y a quand même caché le choix d'une certaine unité pour la température, c'est dans R ici. Le R qui est ici, dans l'unité qui était tout à l'heure, il y avait un Kelvin moins 1. Ça, je ne l'avais pas encore défini. Donc, il faut vraiment définir. Donc, on sait que la température, c'est proportionnel à P, à V, et puis inversement proportionnel à N, mais il faut bien définir la constante de proportionnalité. Pour ça, il faut définir une certaine référence. On aurait pu prendre, par exemple, comme référence, comme on l'a fait dans le cadre d'échelle Celsius, le point d'ébullition de l'eau, par exemple. Pourquoi est-ce que ça poserait problème, ça? De dire, on dit que le point d'ébullition de l'eau, il vaut 373 Kelvin. Il dépend de la pression. Il dépend de la pression, tout à fait. Donc si les conditions météo changent, si ça fait changer votre définition de la température, c'est un peu embêtant. Donc on utilise pour ça une propriété des corps qui peuvent exister sous 3 états, comme l'eau par exemple. C'est qu'il y a un point très précis auquel une température précise, une pression donnée précise et puis un volume précis, pour lequel l'eau peut exister sous 3 états à la fois, liquide, solide et vapeur. C'est ce qu'on appelle le point triple. Et ça, il y a vraiment un seul état qui donne ça. Quand vous êtes au point triple, vous savez que la température elle est bien fixée. Si quelqu'un d'autre à côté, dans la pièce d'à côté, obtient le point triple de l'eau, son dispositif est rigoureusement à la même température que le vôtre, nécessairement. Donc ça définit un point fixe. Et du coup, on dit que ce point, le point triple de l'eau, ça vaut 273,16. Et on divise ensuite tout le reste. Voilà. Ensuite, comme la température est définie ici par une constante, par une relation de proportionnalité avec PV, on peut en déduire comme ça toutes les autres températures. Vous remarquez ici un truc essentiel qui est différent de la manière dont sont définies les échelles Celsius et Fahrenheit, par exemple. C'est qu'il n'y a qu'un seul point de référence. Pour Celsius, on en avait choisi 2, le 0 et le 100, et on l'avait divisé. Ça, c'était des degrés. Ici, on ne parle pas de degrés. On n'a pas pris 2 points de référence en divisant l'échelle ensuite avec des graduations. On a pris un point de référence, point. Comme on le fait avec le mètre, comme toutes les unités. Le mètre, on dit, voilà, ça fait 1 mètre, et maintenant on divise ça en 100, ça fait des centimètres, etc. Mais on a une seule référence. Pour le kilo, c'est pareil. Voilà, pour la température, on a une seule référence, c'est la température du point triple de l'eau. On ne parle donc pas de degrés Kelvin, jamais. L'unité, c'est le Kelvin. Ok ? Je dis ça comme si vous allez en prison si vous disiez degré Kelvin. C'est pas très grave, mais on ne dit pas. C'est quoi la température du point triple? Est-ce que tu peux essayer de reformuler ta question? Comment ça, c'est quoi la température du point triple? C'est quand c'est à la fois liquide. Voilà, tu prends de l'eau et tu mets ça dans un thermostat dont tu peux régler, tu peux chauffer ou refroidir. Tu peux appuyer dessus avec des pistons pour faire augmenter la pression. Tu joues avec ça, tu t'aperçois que quand tu appuies trop fort, l'eau elle va devenir solide. Si tu tires au contraire sur le piston, l'eau va se vaporiser. Si tu chauffes, l'eau va se vaporiser. Si tu refroidis, elle va se liquéfier. Tu peux jouer comme ça. Dans certains états, tu auras un mélange d'eau et de glace. Par exemple, si tu te mets à la pression atmosphérique et que tu mets la température à 0 degré, tu as de l'eau qui va se... Voilà. Et il y a un état particulier, tu peux t'arranger pour que tu aies en même temps de la vapeur, de l'eau liquide et de la glace. C'est ça qu'on appelle le point triple. Oui. Et c'est un équilibre cet état ou ça va... C'est un équilibre, oui.
Ça, on y reviendra quand on parlera de changement Et d'état. comment on l'obtient ce... Expérimentalement, Ouais. tu bidouilles, hein, les gens au début ils se sont aperçus de ça en faisant des transformations, puis on voyait comment tiens, il y a Il de faut la glace avoir qui une apparaît. pression vraiment très élevée de la pression atmosphérique. Ah, on peut obtenir ça, genre, c'est une bonne remarque. Je ne sais pas si j'ai la valeur sous la main. En gros, on peut l'obtenir. La pression, c'est 0,01 Kelvin, c'est la différence entre ça et le 273,15 de tout à l'heure. Maintenant, la pression, honnêtement, je ne la connais pas. Mais c'est faisable, genre dans la vie de tous les jours comme ça, ou Non. faut vraiment des conditions Non, de il faut une laboratoire pression importante. C'est plusieurs bars. Je ne sais pas si c'est pas une vingtaine de bars ou quelque chose. Je regarderai, je mettrai la valeur là sur la vidéo. D'accord. La valeur est. Donc non, tu verras pas ça dehors, comme ça, dans une flaque. Tiens, on a ces trois trucs en équilibre. Ça va ça? Ok. Depuis en 1887, la température a été définie de cette façon-là. Donc c'est pas tout récent. Il y a des gens dont c'est le métier, c'est de définir des unités et des grandeurs comme ça. Je vous parlerai de ça un peu plus tard. Les gens qui font de la métrologie, c'est un peu important en physique dont on parle plus tôt. On avance? Enfin, je vous demande comme si ça dépendait de vous. Chapitre 2. Transformation. Bon, ce chapitre va être assez court. C'est un chapitre de transition entre ce qu'on vient de faire et puis les notions de chaleur, température, chaleur et travail, pardon. Mais il y a quand même 2-3 choses que j'ai envie de vous dire. Ça va être essentiellement des définitions. Notion de transformation. Bon, ça va être vite vu et ça va vous sembler ridicule tellement ça va être simple. La notion de transformation, c'est simplement le fait qu'on peut avoir un système dans un certain état. Par exemple, imaginons que ça soit un gaz et qu'il soit à la pression P0 avec un volume T0, une température T0. Il y a un certain nombre de moles qui sont dans cet état-là. On peut changer les conditions extérieures, agir sur ce système pour le faire aller dans un autre état. Si l'état initial est un état d'équilibre, les quantités qui sont ici sont bien définies. Si c'est un gaz parfait, ça va être relié par la loi des gaz parfaits. Et on peut agir sur le système pour l'amener dans un autre état. Bon, il n'y a pas besoin de faire 2 ans d'université pour en arriver là. On va faire des choses un peu plus compliquées après, mais je veux quand même le dire au moins une fois. Dans un autre état d'équilibre. C'est ça qu'on appelle une transformation thermodynamique. Alors ici, il y a des virgules et des indices 1. Je vais peut-être écrire un peu mieux. C'est P1, virgule V1, virgule T1. Dans certaines conditions, alors comment est-ce qu'on fait ça d'abord? Je vais prendre un exemple tout bête. Je prends un piston ici, avec un gaz.
Voilà, je mets de l'espace ici pour dire que ça peut coulisser librement, mais l'air ne peut pas sortir. Ça enferme un gaz ici, voilà. Donc vous avez ici une certaine pression, le piston qui a une certaine masse qui appuie un peu, une autre pression là. Ça c'est l'état initial, et on peut imaginer qu'on pose un gros truc ici sur le piston. Voilà, on pose un gros machin sur le piston ici. Du coup, ce qui se passe, c'est que le piston s'enfonce. Alors, si on regarde dans le détail, le piston s'enfonce, ça va faire une surpression un peu trop importante sur le bas, donc ça va remonter, ça va osciller comme ça autour d'une position d'équilibre. Au bout d'un moment, ça va finir par se stabiliser. Et voilà, on est passé d'un état initial ici à un autre état final. Les deux états sont différents. Ça, c'est une transformation thermodynamique. Dans le cas général, si on fait ça, vraiment, de mettre un éléphant là, parce que c'est un éléphant pour ceux qui n'auraient pas reconnu, la politesse de ne pas demander, c'est bien. Si on fait cette expérience-là, entre l'état d'équilibre qui est ici, l'état initial, et l'état d'équilibre final, ça a été un peu compliqué ce qui s'est passé là-dedans. Quand le piston a appuyé ici, ça a envoyé des molécules vers le bas, ça a probablement fait des gros tourbillons là-dedans dans le système. Et entre là et là, l'état n'était pas forcément bien défini. On n'avait pas forcément une pression définie, une température définie d'ailleurs. On peut avoir des zones plus chaudes que d'autres, ça devait être compliqué. Donc on peut faire une transformation thermodynamique d'un état à un autre sans passer du tout par des états intermédiaires. Les états d'équilibre, on va les représenter dans des diagrammes. Par exemple, ici un diagramme qui représente le volume en fonction de la pression. Ce que je suis en train de dire ici, c'est qu'on peut passer de l'état P0 et V0. Alors, je vais essayer de faire ça de manière réaliste vis-à-vis de la situation qui est là-bas. J'ai un certain volume ici, V0, une pression P0. Avec l'éléphant, j'ai posé l'éléphant sur le piston, donc le volume a diminué, la pression a augmenté. Je me retrouve à la fin ici. Ça, c'est V1. Et ça, c'est P1. Donc, la transformation qui est ici a amené le système de cet état-là à cet état-là. Ça, c'est la transformation la plus générale qu'on puisse imaginer. Dans certains cas, si on fait la transformation suffisamment doucement, on est gentil avec le système, on va amener le système dans le même état, non pas en posant un éléphant, mais en posant plein de souris. On part de l'état qui est ici. On commence par poser une petite souris. De quoi? Oui, c'est difficile à dessiner, mais ce qui est bien, c'est que c'est petit, donc on s'en fout. Ça, c'est une souris. Hop, j'en mets une autre. Deux souris. Hop, trois petits points. Et je mets autant de souris qu'il faut pour faire le poids de l'éléphant. Ça, c'est un tas de souris. Je mets les queues comme ça parce que là, hop. Voilà, donc ça, c'est un gros tas de souris. Quand on a fait cette transformation-là, on peut très bien amener le système dans le même état final, avec le même poids qui appuie sur le piston. Il y en a qui vont être malades. Mais la transformation était un peu différente dans le sens où, à chaque étape, le système ici a eu le temps de se mettre dans un certain état d'équilibre. En fait, on a posé la souris, on a attendu, donc le système a été dans un certain état. Du coup, on est passé de là à là en passant par des états qui ont une pression et un volume bien définis, en fait, par des états d'équilibre du système. Et donc, en fait, on trace ça par un trait. Dans ce cas-là, si la transformation est faite suffisamment doucement, le système va de là à là en décrivant tous les états intermédiaires. Comment on appelle ce type de transformation? Est-ce que vous savez? Pas tout à fait. Il y a la notion de réversibilité, elle est liée à ça, mais c'est un peu plus compliqué, c'est un autre nom. Si le système passe par une série d'états d'équilibre, la transformation est dite quasi statique. Vous avez déjà vu ça? Je ne sais pas si en chimie vous employez ce mot-là.
quasi statique, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est presque statique, mais ça ne l'est pas. Alors, on fait des petites transformations, et à la limite, ça va suffisamment doucement pour que presque on ne le voit pas. On n'arrive pas à le voir. Et donc dans ce cas-là, le système peut être décrit par des courbes. L'état du système est décrit par une courbe dans un diagramme PV, par exemple, dans un diagramme quelconque. Alors je vais écrire ça, le diagramme d'état. Le diagramme d'état, c'est un diagramme où on représente une coordonnée, enfin une grandeur thermodynamique, une variable d'état en fonction d'une autre. Donc là, par exemple, celle que j'ai tracée. Un diagramme P, V, c'est-à-dire P en fonction de V, mais il y en a d'autres, on peut représenter P en fonction de la température, le volume en fonction de la température, enfin toutes les combinaisons sont possibles. Ça va ça? Si le système, à chaque étape de la transformation précédente, est en équilibre avec l'extérieur, donc là j'ai dit qu'il était en équilibre lui, qu'il était à l'équilibre thermodynamique, mais si en plus il est en équilibre avec l'extérieur, alors la transformation est réversible. On va prendre quelques exemples et contre-exemples de ça. Alors, commençons par un contre-exemple total, c'est-à-dire un contre-exemple de transformation qui ne soit pas quasi-statique. Donc, du coup, elle ne peut pas être réversible non plus. Qu'est-ce que vous pouvez proposer comme transformation non quasi-statique? Tout ce qui est violent, l'éléphant tout à l'heure là sur l'éléphant sur le piston, ça c'est non quasi-statique. L'éléphant, il appuie d'un coup, il se passe plein de trucs, et entre l'état initial et l'état final, on n'est pas du tout par une série d'états d'équilibre. Donc je vais mettre éléphant sur le piston. Ça peut être aussi, si on chauffe un corps violemment, on prend une certaine quantité de gaz ou de liquide, par exemple, et on la met en contact avec une chose très chaude. Et là, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des courants de chaleur qui vont se mettre là-dedans. Une partie du système, celle qui est en contact avec la source de chaleur qui va être chaude, l'autre qui va être froide, enfin plus froide, la chaleur va se diffuser là-dedans. À la fin, si vous attendez suffisamment longtemps, le corps que vous avez considéré va être à la même température que celui avec lequel vous l'avez mis en contact, mais entre les deux, ça va être le bazar. Donc je vais mettre ici chauffage brutal, par exemple. On aura l'occasion à ça aussi de revenir à chaque fois qu'on va avoir une transformation, de savoir si elle est quasi statique ou pas. Mais ça revient c'est les mêmes états finaux, enfin final. Quoi que quoi On arrive au même état final qu'en allant doucement ou en allant vite. Oui, on peut aller, tout à fait, on peut aller d'un état initial à un état final. En faisant une transformation qui soit quasi-statique ou pas. Il y a vraiment plein de manières d'aller d'un état initial à un état final. On verra un peu plus tard dans le cours qu'il y a quand même des variables qui dépendent de ça, de si on a fait ça rapidement ou pas, en particulier l'entropie. On verra l'entropie, on verra que c'est un moyen justement de savoir si on a fait la transformation de manière douce ou pas. Pardon. Ensuite, prenons un exemple de transformation qui soit quasi-statique et pas réversible.
Non, on va prendre d'abord quasi-statique et réversible. On fera le cas le plus subtil à la fin. Bon bah là, réversible et quasi-statique, c'est quand vraiment on fait tout très doucement. Par exemple, tout à l'heure, les souris sur le piston. On pose une souris, on attend, le piston se met en équilibre avec l'extérieur. On met la deuxième souris, on fait ça petit à petit. C'est entre nous hein, le coup d'éléphant et souris sur piston là. Enfin, je veux dire, si un jour vous avez un examen de thermo, pas avec moi, ne mettez pas éléphant sur piston, les gens ne comprendront pas. Bon. Souris sur piston, ça peut être aussi quand on chauffe un corps, si vous prenez un corps à une certaine température, vous le mettez avec une source de chaleur, un corps chaud qui est un tout petit peu plus chaud, mais vraiment un tout petit peu. Alors quelque chose qui est au début à 0 degré, vous l'amenez à 100 degrés, vous le mettez d'abord en contact avec une source à 0,1 degré, vous attendez, puis 0,2, je ne vais pas vous faire toute la suite, et vous allez comme ça jusqu'à 100. Là, à chaque étape, le système il est bien en équilibre, lui, avec lui-même, et en plus il est en équilibre avec l'extérieur, avec le corps avec lequel vous mettez en contact. Donc je vais mettre ici chauffage, lent. Ça dépend un peu à quelle échelle on regarde. Tout à fait. Alors ça, c'est vraiment une bonne remarque. Le fait d'être réversible ou pas, une vraie réaction qu'on fait en pratique, il y aura toujours un certain degré d'irréversibilité, effectivement. Cette notion-là, elle va jouer un rôle important dans la réversibilité parce que, par exemple, quand on étudie les moteurs, la manière dont on peut tirer de l'énergie d'un carburant pour faire du travail mécanique, on va s'apercevoir que plus la transformation est proche d'être réversible, plus on arrive à le faire de manière efficace. Plus on arrive à tirer de l'énergie de notre carburant. Tout ce qui gaspille de l'énergie, c'est la partie irréversible des transformations. Ça, on y reviendra longuement pour le coup dans la suite. C'est irréversible pourtant le pétrole. Oui, alors il y a un certain degré d'irréversibilité, donc on gaspille forcément, mais on peut gaspiller encore plus, enfin disons qu'on peut gaspiller plus ou moins, et gaspiller le moins possible, ça veut dire faire les choses de manière la moins irréversible possible. Donc il y a la combustion elle-même qui est irréversible, mais après tu as d'autres transformations qui peuvent l'être aussi, par exemple l'expansion du gaz dans le piston, elle on peut la faire de manière très irréversible ou de manière un peu moins irréversible. Et c'est là que parfois se jouent les performances des moteurs. Troisième cas, ça c'était quasi-statique, ensuite quasi-statique réversible, maintenant transfo, quasi-statique non réversible. Est-ce que vous avez une idée? Donc il faudrait que la transformation elle soit quand même assez lente pour que le système soit à l'équilibre, mais qu'il ne soit pas à l'équilibre avec l'extérieur. Par exemple, c'est quand vous faites chauffer les pâtes, l'eau des pâtes plutôt. Vous prenez votre casserole, vous mettez le feu en dessous. Ce qui se passe en général, alors vous allez faire chauffer les pâtes mais en touillant. Vous avez votre casserole d'eau, puis vous touillez l'eau en même temps que ça chauffe. Ce que vous faites là, c'est que vous apportez de... Si vous touillez, vous homogénéisez la température de l'eau, donc il y a toujours la même température. Quelqu'un qui regarderait ce volume d'eau à un instant donné, l'eau a une certaine pression, un certain volume, une certaine température, il dirait ben voilà, on est à l'équilibre thermodynamique. Et c'est le cas effectivement. Simplement, il n'est pas en équilibre avec l'extérieur. Il est mis en contact avec un truc très chaud, la flamme, et donc la température elle va continuer d'augmenter au fil du temps. Donc c'est quasi statique dans le sens où la température dans l'eau elle est homogène et l'eau elle-même forme un système à l'équilibre, mais ce n'est pas en équilibre avec l'extérieur. Ça, je vais l'appeler chauffage. Il est comment le chauffage? Il est brutal, mais mélangé. Brutal de là. Brutal. Brutal, mais non. Bon. Il y a d'autres exemples ou pas? Oui, on va en voir pas mal des exemples comme ça. Autre exemple, cette fois-ci qui ne fait pas appel à la chaleur. Imaginez ici que vous avez un gaz là-dedans, une paroi étanche, le vide ici. D'abord, je vais faire une transformation qui est complètement irréversible. Je casse la paroi, ça va partout, il y a du gaz partout. Transformation maintenant quasi statique, mais irréversible. Je fais un tout petit trou, mais vraiment tout petit, ici, un truc minuscule.
le gaz fuit de là à là. Donc vous avez au cours du temps de plus en plus de molécules là. Mais si le trou est suffisamment petit, les molécules ici fuient suffisamment doucement pour que la pression ici elle soit un peu la même, elle soit la même dans tout le volume. La température peut éventuellement s'ajuster, on verra ça plus tard ce que fait la température dans ce cas-là. Et le volume, lui, il est constant. Donc là, la transformation est suffisamment lente pour que la pression là-dedans elle s'ajuste à sa valeur d'équilibre. Et vous avez ici toujours la pression qui obéit à la loi des gaz parfaits, par exemple, si c'est un gaz parfait, là-dedans. Ici, la transformation, elle est bien quasi statique. Par contre, elle n'est pas réversible. Un moyen infaillible de savoir si une transformation est réversible ou non, c'est justement de regarder le côté réversibilité. Réversible, ça veut quand même dire quelque chose pour vous. Un pull réversible, c'est un truc qu'on peut mettre à l'envers. Enfin, justement, il n'y a pas d'endroit, pas d'envers, on peut mettre dans les deux sens. Une transformation, c'est pareil, en fait. On peut montrer que transformation réversible, si vous filmez une expérience qui montre cette expérience, enfin, vous filmez l'expérience, vous prenez le film et vous le passez à l'envers. Ça pourrait marcher, exactement. Quelqu'un n'est pas en train de se dire « Ah bah tiens, non, c'est pas possible, ce film est à l'envers. » D'accord ? Imaginez la situation qui est ici, là. Cette expérience-là, ça fait pchit, les molécules vont ici. Le film à l'envers, c'est deux gaz à la même pression ici, et toutes les molécules, elles vont s'accumuler là-dedans. Ça ne se passe pas, ça, jamais. D'accord ? Une transformation réversible, par contre, si le coup des souris, là, tout à l'heure, si vous prenez si vous enlevez les souris une par une, le système, il va revenir à chaque fois dans l'état de départ. En gros, vous filmez l'expérience des souris, vous le passez à l'envers, ça fait une expérience qui marche aussi. D'accord ? Ça peut être une notion subtile, hein, la réversibilité, ça on aura vraiment l'occasion d'y revenir. Donc, si ça vous pose des problèmes, vous avez des questions sur ça, c'est normal. Hein, donc, il y aura vraiment des moments où vous direz, ben, là j'ai rien compris à ce que c'est que la différence entre quasi-statique et réversible. C'est normal. On y reviendra. Vas-y. Et pourquoi le coup des pattes c'est non réversible? Enfin, si on arrête de chauffer, ça va revenir à une température normale, ça ne voudrait pas dire ça, non? Oui, mais le coup des pattes, si tu passes le film à l'envers, ça veut dire que tu as une casserole d'eau. Donc, une casserole je fais d'eau à 100 film. degrés, J'ai ma casserole d'eau, je mets ça. Ça chauffe, je l'arrête. J'ai un thermomètre ici qui indique par la température. Ça monte, j'arrête le film. Je le passe à l'envers. Qu'est-ce qu'on voit? On voit moi en train d'éteindre à l'envers, donc allumé, la température qui descend. Ça marche pas, la température elle descend pas quand il y a le film. Je fais trop bien le truc à l'envers. Je pense après je passerai le film de moi à l'envers, et ça fera le truc à l'endroit. Ouais, bref. Je voudrais aussi vous donner quelques points de vocabulaire liés à ça, sur les différentes transformations qu'on peut avoir. Mais là, c'est vraiment du vocabulaire bête. Comme c'est des mots que j'emploierai, autant les donner ici. Notion de transformation isobar. Donc, pression constante, effectivement. Monobar. Ça c'est un joli constant. Non, il y a encore bar, ça concerne encore la pression. Ah. Alors c'est la même chose que ça? Non. Isobar c'est à l'intérieur du système et monobar c'est partout pareil, un truc comme ça. À l'extérieur. Non. C'est rarement bar. Non, ok. Monobar, c'est un peu moins fort que ça, c'est que la pression à la fin est égale à la pression au début. Entre les deux, ça peut être n'importe quoi. Du coup, si vous imposez la pression extérieure, effectivement, ça va être forcément monobar. Hein. Si vous avez une certaine pression, que vous transformez le système mais en gardant la pression extérieure, le système peut passer par tout un tas d'états intermédiaires, mais à la fin, l'équilibre, il aura la même pression que l'extérieur. Si vous êtes par exemple dans un diagramme qui représente V en fonction de P, là comme tout à l'heure, une transformation isobar, ça serait quelque chose comme ça, et monobar, ça peut être n'importe quoi, au moment que ça arrive à la fin, au même état.
enfin, à la même pression. Vous avez des notions vraiment similaires en ce qui concerne la température constante, ou la même à l'égale à la fin au début. Qu'est-ce que c'est qu'une transformation dont la température est constante? Isotherme. Elle est isotherme. Monotherme. T final est égal à T initial. Et vous avez la même chose avec le volume, isochore. Donc c'est volume constant. Et monochore, le même volume au début qu'à la fin. V fin égale V début, V initial. Quand vous faites chauffer l'eau des pâtes, transformation, est-ce qu'elle est une de ces 6 possibilités-là? Ça dépend quand on arrête l'expérience. Vas-y, développe. Je veux dire, si à la base on a une eau à 20 degrés, qu'on la fait chauffer à 100 degrés, Quand les quand pâtes on sont s'arrête cuites. là, elle est pas monotherme, mais si à la fin de l'expérience on la laisse se stabiliser D'accord, à la alors température. je redis, on fait chauffer le plat entre le moment où on commence à chauffer et celui où l'eau est chaude. Ouais, d'accord. Isobar. Ouais, pourquoi elle serait isobar hein? Parce que C'est la pression extérieur. extérieure. Voilà, donc effectivement c'est soumis à la pression extérieure qui ne change pas entre le début et la fin. Et donc effectivement c'est isobar. Ah non. Est-ce que c'est isochore? Ouais, parce que c'est l'évaporation. C'est un système ouvert. donc. Avant l'ébullition, ouais. Alors, il y a deux choses différentes là. Vous avez raison sur deux choses, mais vous ne dites pas la même chose. C'est un système ouvert, donc effectivement, il y a une partie de l'eau qui s'évapore. Ça, c'est quelque chose sur lequel on reviendra, mais c'est le cas effectivement. Donc, le nombre de mol n'est pas conservé dans le système, si on considère le système d'eau liquide. Mais en plus, même si ce n'était pas le cas, l'eau, elle se dilate. Hein. Comme tout corps, l'eau qu'on chauffe, elle se dilate, comme les métaux, comme les gaz, comme tout. Donc, c'est pas du tout isochore, enfin pas du tout. Le coefficient de dilatation de l'eau, il n'est pas non plus énorme, le volume il double pas, hein, mais c'est quand même quelque chose de pas négligeable et de mesurable. Donc c'est pas isochore. Ok, il reste 5 minutes. Je voudrais vous parler de quelque chose que vous allez faire en TD. Et on s'arrêtera là. Tout ça c'était le 1. Hein. Donc 2 coefficients. Thermoélastique. On entend des mots hein, thermoélastique. Qu'est-ce que ça thermoélastique? Qu'est-ce que ça évoque pour vous le mot thermoélastique? Est-ce que vous avez une idée de quoi on va parler là? Alors thermo, la température, et élastique. Élasticité, c'est quoi l'élasticité? Élasticité de quoi? C'est un monotherme. D'accord, vous voyez ça avec forme. Ok. Non. Alors, est-ce qu'on a la notion d'élasticité, c'est la manière dont les corps se dilatent en fait. Hein. Quand on dit qu'un corps est élastique, c'est qu'on est dessus. Sa longueur augmente si c'est juste un ruban élastique. L'élasticité d'un gaz, c'est le fait que son volume augmente dans certaines conditions. Donc, thermoélastique, ça désigne la façon dont le volume des corps change avec la température ou avec la pression. Ce qu'on appelle coefficient thermoélastique. Voilà. Je vais écrire ça d'une manière en m'appuyant sur un exemple. Quand on chauffe un gaz à pression constante, par exemple, son volume augmente. Vous êtes d'accord avec ça? Déjà, son volume change. Il augmente. C'est le fait qu'il change pour l'instant qui m'intéresse. La manière dont le volume change, on le décrit par un coefficient que je vais noter ici, alpha.
alpha, je vais donner son nom tout de suite, c'est le coefficient de compressibilité, de dilatation, pardon, à pression constante. Et on définit ça de la manière suivante, c'est 1 sur le volume fois la dérivée du volume par rapport à la température. Et je vais mettre ici un indice P. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Je mets ici 3 traits pour dire que c'est une définition en fait. C'est pas une propriété qu'on dérive, qu'on déduit d'autre chose, c'est que c'est une définition de l'alpha. Et ce que j'ai noté ici, Vp, ça, c'est le volume occupé par le système, occupé ici par le gaz, à la pression P. Donc on a la pression qui est constante, ça c'est l'hypothèse que j'ai choisie au départ, on a une pression constante, on chauffe, donc on augmente sa température d'une manière ou d'une autre, son volume change, la pression elle est constante. Et à chaque température que suit le système occupe une série d'états successifs avec des températures de plus en plus grandes. Pour chacune de ces températures, le système aura un volume donné, et c'est ce volume ici que je note V, et c'est la dérivée de cette fonction V par rapport à T. Ça, on va l'écrire d'une manière complètement différente. C'est surtout pour ça que je veux parler de ça maintenant. Pour terminer, on le note. Plutôt que d'écrire ça V avec un indice P pour dire que la pression est constante, on le note de la manière suivante. On utilise cette notation-là avec des dérons. Et on met ici un petit P. Ça, c'est des dérivés partiels. Vous avez déjà certainement vu ça un petit peu. Vous avez vu ça en thermochimie? En méca, peut-être? En maths, tout simplement. Donc, quand vous avez une fonction de plusieurs variables, ici, la fonction, c'est le volume qui dépend de la pression et de la température. Via la loi des gaz parfaits, par exemple, le volume dépend de la pression et de la température. Quand on fait la dérivée d'une variable par rapport à une variable en gardant une autre constante, c'est exactement ce qu'on fait ici. Là, on garde P constant et on dérive par rapport à T. On le note de cette manière-là. Ce sont les dérivées partielles. Les dérivées partielles, ça se calcule exactement de la même manière que les dérivées normales. Ce sont des dérivées normales. On va calculer ça pour un gaz parfait, puis après, on s'arrêtera. Faites-le, il vous reste 3 minutes là. Une. Vous avez 1 minute pour calculer le alpha pour un gaz parfait. Si vous arrivez à calculer ça, vous arriverez à faire à peu près tout ce qu'on va vous demander dans le TD. Je vais pas arriver avec la craie là. Pourquoi le P, vous l'avez souligné deux fois? Je l'ai souligné pour dire qu'il était fixé. Tout à l'heure j'insistais, je dis lui il est fixé, puis j'ai souligné. C'est pas une notation. Bon, on fait peut-être ensemble, parce que sinon vous n'allez pas avoir votre pause. Comment est-ce qu'on fait ça? J'écrivais avec la loi des gaz parfaits, je vais supposer que c'est un gaz parfait ici. Pour un gaz parfait, V c'est nRT sur P. NR sur PV. NR sur PV. Donc on dérive ça par rapport à T, voilà. Donc ça, on dérive par rapport à T, ça fait NR sur P. Et avec le 1 sur V ici, ça fait NR sur PV. Ça fait quoi NR sur PV? Je vais mettre ici égal, je vais mettre un GP en dessous pour dire que c'est pour gaz parfait. Ça fait 1 sur T. Ça fait 1 sur T. Voilà. Pour un gaz parfait, alpha est donné par 1 sur T. Voilà. Et ça, vous allez en calculer d'autres en TD, des coefficients thermoélastiques de ce type. Les dérivés partiels, je vais essayer de ne pas trop en mettre tout le temps non plus, de limiter leur emploi, mais on va être obligé d'en utiliser quelques-unes parfois. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va vraiment rentrer dans le vif de la thermodynamique en étudiant la notion de chaleur et de travail. Et le cours d'après, donc dans 2 cours, on fera le premier principe de la thermodynamique.